À la une ce mercredi, 48e sommet des chefs d'État couplé au 40e anniversaire de la CEDEAO. Le chef de l'État s'est rendu ce matin à Abuja pour prendre part à ces deux événements. Il sera principalement question de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. 8h, 9h, 17h, 18h, des heures où le prix du transport passe du simple au double. À ces heures de pointe, les chauffeurs de transport en commun dictent la loi. Au Burundi, l'ONU et les organisations humanitaires tirent à la sonnette d'alarme. Après 90 morts le 11 décembre dernier, le haut-commissaire aux droits de l'homme juge que le Burundi a fait en place de plus vers la guerre civile. Bienvenue dans le journal sur RTI 1. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. 48e sommet des chefs d'État de la CEDEAO et 40e anniversaire de l'organisation à Abuja, la capitale du Nigeria. Rencontre qui sera dominée par des sujets d'ordre sécuritaire, principalement la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara rejoint Abuja aujourd'hui pour participer à ces rencontres ouest-africaines. Nouveau plan d'action national de lutte contre le travail des enfants. Il a été présenté hier mardi en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Chérem Kofi Aboula. C'est dans une atmosphère de joie que la première dame a été accueillie ce mardi au centre de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Dominique Ouattara y vient dans le cadre de la cérémonie de présentation du plan d'action 2015-2017 du CNS, entendé Comité national de surveillance pour la lutte contre le travail des enfants. En sa qualité de premier magistrat de la commune du Plateau, le maire Noël Akoshi Benjo, en souhaitant la bienvenue, salue la prise de conscience collective que constitue la lutte contre le travail des enfants. Partenaire du CNS, le Bureau international du travail, le BIT, à travers son directeur à Abidjan, entend toujours soutenir ce combat. Quant au ministre d'État, Moussa Dosso, président du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants, il réaffirme l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour venir à bout de ce fléau. De 2012 à 2014, nous avons mis en œuvre un plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Cet effort a été renforcé par des mesures prises par le gouvernement. Il s'agit entre autres de l'amélioration de l'accès des enfants à l'école et de l'adoption d'une stratégie nationale de protection sociale assortie d'un plan d'action visant à promouvoir l'investissement dans le capital humain. Tous ces efforts ont permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des avancées significatives dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le plan d'action national 2015-2017 de lutte contre les pires formes de travail des enfants présenté aujourd'hui représente un levier indispensable pour consolider et renforcer nos acquis. Il permettra certainement d'accroître les investissements dans les secteurs prioritaires en vue de réduire la proportion d'enfants victimes des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire d'ici à fin 2017. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du CNS, exhorte toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour la réussite de la mise en œuvre du nouveau plan national de lutte contre le travail des enfants. Notre objectif est de réduire de façon significative le nombre d'enfants impliqués dans les pires formes du travail des enfants en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que je souhaite que d'autres enquêtes fiables et précises soient réalisées régulièrement pour mieux orienter nos actions. Concernant le plan d'action national 2015-2017, sa mise en œuvre efficace dépend de son appropriation effective par toutes les parties prenantes à titre de document de référence. Aussi, il est nécessaire que chaque organisation intervenant dans la lutte contre ce phénomène agisse dans le cadre des orientations et objectifs qui y sont définis. Il nous faut fédérer nos efforts pour l'éradication définitive du fléau en Côte d'Ivoire. Je reste convaincue qu'ensemble, nous y parviendrons. Outre des sketchs pour stigmatiser le travail des enfants, des artistes se sont succédés pour égayer la cérémonie. Une façon pour ces artistes de contribuer à l'éradication totale des pires formes de travail des enfants. Construire une génération tolérante.
Le renouvellement de licences pour les opérateurs du secteur de la téléphonie est désormais fixé à 100 milliards de nos francs. Orange Côte d'Ivoire et MTN ont respectivement versé un acompte de 75 milliards et de 50 milliards de francs CFA. Sidonie Davila. Par cette remise de chèques symboliques, deux compagnies de téléphonie mobile renouvellent leur bail pour les 15 années à venir. Bien plus, elles réaffirment leur confiance à l'État. Désormais, c'est une somme de 100 milliards de francs CFA pour le renouvellement de la licence au lieu de 40 milliards de francs CFA. Parvenus à un accord win-win au bout de longues et riches discussions, ce sont des acomptes de 50 milliards de francs CFA pour Orange Côte d'Ivoire et de 75 milliards de francs CFA pour MTN qui ont été versés au gouvernement. Il allait de soi qu'on devait réussir à trouver un accord. Je tiens sincèrement à remercier les efforts qui ont été faits de part et d'autre pour arriver à la conclusion de cet accord. C'est un signe d'une entreprise africaine qui croit en l'Afrique, qui croit en l'excellence africaine et qui a trouvé en Côte d'Ivoire un terreau où cette excellence peut s'exprimer. Le début d'une journée, le début d'un long voyage, c'est le début d'un voyage qui se veut satisfaisant pour toutes les parties. La nouvelle autorisation de fréquence de téléphonie mobile, assortie d'engagements des différentes compagnies, demande par ailleurs à l'État une certaine contrepartie. Notre loi nous permet 2 ans avant de commencer à travailler sur le renouvellement de ces licences-là avec les opérateurs. Nous sommes au terme de ce travail avec les opérateurs qui a permis de relever très sensiblement le niveau des licences. Ce que nous donnons en contrepartie, c'est l'environnement économique qui s'est fortement amélioré. C'est également un environnement qui va être assaini, celui des TIC, par le fait que nous allons ramener le nombre d'opérateurs à 4. Le secteur de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, c'est 1000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an qui constituent 8% du PIB et plus de 300 milliards d'apports dans le budget de l'État. Un secteur en pleine évolution. Le Premier ministre demeure optimiste quant à l'essor de ce secteur. Le président du Parlement ivoirien a rencontré les ambassadeurs de la France et de la Chine accrédités en Côte d'Ivoire. Il a principalement été question de coopération interparlementaire. Michel Digré. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire reçu en audience par le président du Parlement ivoirien. Après 1 heure d'échange, l'ambassadeur Georges Serre est face à la presse. On fait un échange sur un certain nombre d'événements récents. Et donc également parler bien sûr de l'avenir. Vous savez, donc une session parlementaire là, qui se termine vendredi, donc, qui se clôture, et où le président d'ailleurs fera donc, le discours de clôture comme c'est l'usage. Voilà, et puis on a parlé aussi de coopération parlementaire puisque le président Soro était en mission en France où il a rencontré à la fois son homologue mais aussi le président du Sénat. Et tout cela en discutant également, en commençant à parler d'échanges, notamment en matière de constitutionnalité. Par exemple, on sait qu'on va bientôt discuter de réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est normal qu'il y ait des échanges de ce type-là qui se fassent. Voilà, donc nous avons discuté sur tous ces éléments pendant le temps qui vient de s'écouler. Les journalistes, eux, veulent plus de détails sur la suite des récents incidents évoqués par l'ambassadeur. Mais pour Georges Serre, il faut plutôt tourner la page. Là, d'abord, les diplomates ne font pas de commentaires sur les affaires judiciaires. Hein. C'est une règle qui est immuable. Voilà, donc, mais le président Soro est rentré. Voilà, on a surtout parlé de tout ce qui est aussi le futur et de cette coopération excellente que nous avons en matière parlementaire entre les institutions françaises et l'Assemblée nationale ivoirienne. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, lui, a fait le point du sommet sino-africain tenu à Johannesburg. La Chine veut être un partenaire de l'Afrique et la Côte d'Ivoire ne sera pas en reste. La Chine intensifiera sa coopération avec le pays et son Parlement. Autre renforcement de coopération dans le domaine de l'automobile cette fois. 40 chefs d'entreprise marocains sont à Abidjan. La mission s'est soldée par une signature de protocole d'accord. La coopération économique ivoiro-marocaine se consolide. Une mission de professionnels marocains des secteurs de l'automobile et du cuir séjourne à Abidjan. Cette mission
vise le renforcement des exportations des entreprises marocaines des secteurs concernés sur le marché ivoirien. Il s'agit de la première rencontre des opérateurs marocains et ivoiriens pour les secteurs de l'automobile et du cuir, pour aller vers l'expertise, l'assistance et l'accompagnement des PME marocaines et ivoiriennes qui veulent aller encore plus loin. Présenter les opportunités à saisir par un partenariat dans les secteurs de l'automobile et du cuir, c'est l'enjeu des rencontres entre les participants marocains et les opérateurs économiques ivoiriens. Les besoins sont évalués à 50 000 véhicules neufs dans le domaine du transport en commun. L'État entend les renouveler sur 5 années à raison de 10 000 véhicules par an. La Côte d'Ivoire a une expertise en ce qui concerne le cuir. Cette coopération devrait nous permettre d'améliorer la qualité de notre travail d'artisanat. Une bouffée d'oxygène, à savoir qu'il y a un plan d'accompagnement pour le renouvellement du parc automobile et surtout une installation d'un concessionnaire automobile en Côte d'Ivoire. Ça nous amènera à acheter des véhicules moins chers. Un protocole d'accord de coopération dans le secteur de l'automobile a été signé entre Maroc Export, l'association marocaine pour l'industrie et le commerce de l'automobile, la mairie de Cocody et 2 entreprises ivoiriennes. Ils viennent avec les moyens pour nous permettre, nous à Cocody, d'avoir de nouveaux taxis qui fera le bonheur de nos populations. Le secteur de l'automobile et celui du cuir font partie des secteurs que le gouvernement ivoirien a décidé de développer et de promouvoir. L'expertise du royaume chérifien a été sollicitée pour l'atteinte de cet objectif. Les échanges commerciaux entre les 2 pays sont au beau fixe. La balance commerciale s'est affichée excédentaire à fin 2014 au profit du royaume avec un solde commercial estimé à environ 66 milliards de francs CFA. Merci beaucoup. Comment faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au marché public? Une question au centre des préoccupations de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a conçu un projet pour faciliter leur accès au marché public. Noël Niagno. Ces dames et ces messieurs sont des dirigeants ou représentants de dirigeants de 150 PME, petites et moyennes entreprises retenues par l'APEXI, Association pour la promotion du commerce extérieur de Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet AMAD, entendez accès au marché public pour le développement. Sur 2 jours, ils ont été initiés à l'exploitation de l'outil informatique dans le cadre de la recherche des informations sur les marchés publics. Chaque entreprise va définir son profil. C'est-à-dire, moi, je suis intéressé par le bâtiment, ou bien je suis intéressé par les routes, je suis intéressé par telle autre chose, afin que nous puissions leur donner des informations pertinentes, parce que trop d'informations tue l'information. Au-delà de l'accès au marché public, ces dirigeants des PME vont bénéficier d'appuis multidimensionnels dans le suivi de leurs activités. Notre ambition, c'est non seulement de leur fournir l'information, mais après, quand une entreprise a gagné un appel d'offres et qu'il est question de cautionnement, qu'elle n'arrive pas à le faire parce que c'est trop compliqué, nous allons intervenir auprès des instances pour que les conditions puissent être assouplies. Nous allons les accompagner également pour celles, par exemple, qui ont exécuté un marché et qui ne sont pas payées. Nous allons continuer également le lobbying pour que ces paiements soient faits à temps et que le fait de gagner un marché ne soit pas une sentence pour l'entreprise. De l'avis des participants, l'initiative est louable. C'est une bonne chose parce que nous avons des informations que les dirigeants des PME ne connaissent pas. Comment il faut d'abord avoir la caution bancaire? Comment suivre ces activités lorsque nous avons une commande publique? L'AMAD, accès au marché public pour le développement, date de 2004. C'est une initiative de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ces objectifs, il s'agit entre autres d'améliorer les capacités des organisations intermédiaires du secteur privé à appuyer les entreprises pour faciliter leur accès au marché public. La Côte d'Ivoire ambitionne de construire une autoroute qui va contourner la ville d'Abidjan. Des experts internationaux ont mené un projet d'étude. Un rapport provisoire a été remis au ministre des Infrastructures économiques, Justine Saïdike. La route précède le développement. La Côte d'Ivoire a fait de cette maxime son leitmotiv. Après la réalisation de gros ouvrages routiers tels le pont Henri Konan Bédié, le gouvernement ivoirien envisage la construction de l'autoroute de contournement
de la ville d'Abidjan d'ici 2025. Puis arriver, l'élaboration du schéma directeur routier de la Côte d'Ivoire s'impose, ce qui suscite l'expertise de la Corée du Sud. Le plan national de développement 2016-2020, une part significative va être accordée au renforcement des routes existantes, mais surtout au développement d'un réseau routier, autoroutier et de ponts digne d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui a l'ambition d'être émergente. Mais pour faire cela, il faut traduire la vision du président de la République dans un programme et donc faire des études conséquentes dans le domaine. C'est dans ce cadre-là que la coopération coréenne nous a donné un don pour financer une étude sur le développement du réseau ivoirien, le réseau routier à horizon 2035. La Corée du Sud, qui était au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire dans les années 80, s'est dit prête à partager son rêve de développement à travers l'étude du schéma directeur routier ivoirien. Pour réaliser un rêve, il faut d'abord fixer un objectif. Et puis, il faut continuer de faire des efforts sur le long terme. C'est notre recette du développement de la Corée du Sud. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici et pour l'élaboration du schéma directeur routier de la Côte d'Ivoire. Le rapport provisoire de l'étude menée, remis au ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, prévoit la construction de 20 000 km de routes, dont 5 000 km d'autoroutes pour un montant de 18 000 milliards de francs CFA dans les 20 années à venir. Et en attendant, se déplacer à Abidjan aux heures de pointe est un véritable casse-tête pour les usagers des transports en commun. Le prix du transport passe du simple au double pour des trajets parfois raccourcis par les transporteurs. Un sujet traité par Baraki Sabamba et Fidèle Aigné, commenté par Serge Coléa. Cocody, Carrefour La Vie, il est 17h30, fin de journée harassante pour les travailleurs. Longue file d'attente, bousculade avant d'emprunter un véhicule de transport en commun. C'est vraiment difficile, à partir de 17h30 c'est infernal ici parce que moi je vais jusqu'à l'entrée de Benjerville, on ne peut pas avoir un Baka direct. Il se trouve que nous sommes obligés de venir ici au niveau de ce carrefour et dès l'instant où nous arrivons, les Baka changent automatiquement de prix. Or, dès l'instant où nous avons un prix que nous pratiquons tout le temps, c'est un prix qui paraît très homologué. Dès l'instant où c'est homologué, c'est ce que nous prévoyons chaque jour pour pouvoir faire notre déplacement. Nous savons que le déplacement coûte très cher à Abidjan. Commune d'Adiamé, à Liberté, un autre centre névralgique. Ici aussi, il faut jouer des muscles pour avoir une place assise. Face à cette affluence, les prix sont revus à la hausse, aux grandes dames des usagers. Vraiment, on souffre ici pour le transport. Moi, je vais jusqu'à Port-Boué. Quand j'arrive à la gare de Bassam, souvent ça devient 500, 400, 600. Quand tu n'as pas les 600 francs, tu ne peux même pas rentrer à la maison. Habituellement, on paye 200 le plus loin à jamais. Et maintenant, nous payons à ces heures pareilles 500 ou 400, ça dépend de la volonté du chauffeur ou son apprenti. Pour les chauffeurs et apprentis des véhicules de transport en commun, l'affluence est un excellent moyen de faire recette rapidement. Ce n'est pas de notre faute. Comme il y a beaucoup de clients là, c'est pourquoi on fait ça. Les tarifs normaux sont à 100 francs, 200 souvent. Mais si il y a un embouteillage, si c'est bouché, on est obligé de doubler les prix. La colère des usagers n'impressionne pas les chauffeurs et conducteurs de véhicules de transport en commun. En cette période de fête de fin d'année, la grogne des usagers sera encore plus grande parce que chaque jour, les prix grimpent. La 21e conférence sur le climat a débouché le 12 décembre dernier sur l'adoption d'un accord ambitieux pour sauver la planète. Au nombre des 195 pays participants, la Côte d'Ivoire qui s'engage à fond pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Mamadou Kouassi. La 21e conférence des partis sur le climat a pris fin avec une approbation d'un accord universel et ambitieux. Ce rendez-vous planétaire a regroupé 195 États des Nations Unies dont la Côte d'Ivoire. Les 150 chefs d'État qui ont participé à la cérémonie d'ouverture ont vu leur volonté et celle de leur peuple respectée. L'une des décisions les plus importantes est celle de la mise en place d'un fonds vert estimé annuellement à 100 milliards de dollars jusqu'en 2020. Et la Banque africaine de développement ne veut pas rester en marge de la mobilisation des ressources. En plus de l'agriculture, d'autres secteurs seront pris en compte, notamment les énergies renouvelables, pour la réduction des carbones. Une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Après ce rendez-vous mondial, l'heure est au bilan au niveau des différentes délégations. Pour les autorités ivoiriennes,
Cet accord, obtenu après plusieurs jours d'intenses négociations, est une véritable satisfaction, car il prend en compte les besoins nationaux. C'est un accord qui est différencié, qui est juste, qui est durable, qui est dynamique, qui est équitable et qui est juridiquement contraignant. Différencié parce qu'il est tenu compte des circonstances nationales de chaque pays. Il est tenu également aussi compte des capacités respectives de chaque pays. À partir de là, on se rend compte que le monde a fait le choix de la vie. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, l'accord obtenu à la COP21 est contraignant. Toute chose qui a été une réalité grâce à l'esprit d'union et de solidarité qui a prévalu au cours des négociations. Et cela s'est traduit par les différentes rencontres bilatérales qui ont été organisées. Après ce rendez-vous planétaire, la Côte d'Ivoire compte renforcer son programme de lutte contre le réchauffement climatique afin de bénéficier davantage du Fonds vert des Nations Unies. Par rapport au mécanisme de développement propre, et aujourd'hui, nous voulons prendre toutes les dispositions pour que ces fonds-là, 1, soient transparents, 2, soient prévisibles, 3, soient accessibles. Nous avons donc pris langue avec la présidente du Fonds vert pour le climat pour qu'un renforcement des capacités soit fait au niveau de nos structures ici, en Côte d'Ivoire, afin que nous soyons à même de dominer, de maîtriser les procédures qui permettent d'accéder à ces fonds. Et je dois vous assurer que la Côte d'Ivoire fera tout pour ne pas être en reste. En clair, la délégation ivoirienne revient de Paris satisfaite. Une délégation conduite par le président de la République, Alassane Ouattara, avec toutes les composantes de la société, à savoir les jeunes, la société civile, les élus locaux, les députés et les différentes administrations en charge de l'environnement et du climat. La protection de l'environnement, un moyen aussi pour rester en bonne santé. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida s'engage alors dans la promotion de l'hygiène dans notre cadre de vie. Une étude diagnostique a été menée pour faire l'état des lieux et proposer surtout des actions à mener. Herman Yamia. Le manque d'hygiène dans de nombreux pays en développement constitue un véritable fardeau pour la santé de la population. D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé OMS, chaque année, environ 4 milliards de cas de diarrhée provoquent 2,2 millions de décès, la plupart chez des enfants de moins de 5 ans. Ces décès représentent approximativement 15% de l'ensemble des décès d'enfants de moins de 5 ans dans les pays en développement. Pourtant, selon l'OMS, les interventions de promotion de l'hygiène pourraient permettre de réduire de 35% ces risques de diarrhée qui constituent l'une des principales causes de mortalité infantile. La Côte d'Ivoire, qui est aussi confrontée à cette réalité, veut se doter d'une stratégie nationale de promotion de l'hygiène pour la période 2016-2020. D'où cet atelier de validation de l'étude diagnostique sur l'état des lieux de l'hygiène en Côte d'Ivoire, sollicité par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le rapport diagnostique a montré une insuffisance déjà du point de vue institutionnel, parce que l'hygiène est assez transversale. Ça inclut pas mal de notions, notamment celle de l'assainissement, de la salubrité. Deuxième point que nous avons pu remarquer, c'est une insuffisance d'engagement, j'allais dire, de la population à faire de l'hygiène un moyen de prévention fort pour leur santé. Il s'agit aussi, à travers cet atelier, d'inviter les populations au changement de comportement et à l'adoption de comportements citoyens. Si nous n'éliminons pas les flaques d'eau et les gîtes larvaires autour de nos maisons, nous ne pouvons pas éliminer complètement le paludisme. Pour la mise en œuvre de cette stratégie nationale de promotion de l'hygiène qui a mobilisé 68 personnes à cet atelier, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui technique et financier de l'UNICEF. Après validation de cette étude, ce document final servira de boussole dans l'orientation des politiques de l'hygiène en Côte d'Ivoire. Des responsables d'organismes de protection sociale de 14 pays africains renforcent leurs capacités sur la gestion du capital humain. Une initiative de la CIPRES, Conférence interafricaine de prévoyance sociale. Moussa Konaté. Des responsables d'organismes de protection sociale en formation. Ils sont enseignés sur les outils et méthodes de gestion du capital humain pour mieux gérer leur structure. Une initiative de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, CIPRES. L'objectif, c'est pouvoir renforcer les capacités opérationnelles des personnels des OPS, des organismes de prévoyance sociale. Le plus souvent, ce qu'on avait remarqué au niveau des OPS, l'accent est mis dans la gestion des ressources financières. Pourtant, la gestion des hommes
vraiment un aspect capital aussi. Donc d'où pour nous les enjeux, pouvoir renforcer de manière générale les capacités opérationnelles. Une formation qui, selon les participants, va contribuer à accroître l'activité de protection sociale. Nous attendons beaucoup de ce séminaire, puisque d'abord, l'important, nous avons des formateurs de haute qualité qui sont venus de la France et qui puissent véritablement nous apporter leur manière de faire, leur savoir-faire pour que nous puissions aussi évoluer. Les entreprises qui gèrent la protection sociale ne sont pas des entreprises à but lucratif. Leur seul capital, c'est le capital humain. Donc plus on travaillera sur des compétences des agents, sur des personnes qui maîtrisent leur métier, qui évoluent sur les nouveaux outils, plus on sera capable de rendre une protection sociale meilleure. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est le thème de ce séminaire qui réunit 24 organismes issus de 14 pays africains. Une vague de violence a dernièrement secoué l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La conférence des présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire s'est réunie. Sa déclaration avec Christelle Nda et Moussa Konaté. Après les récents événements survenus les 18 et 19 novembre dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny, la conférence des présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire s'est réunie pour s'informer sur cette situation de crise. Après analyse, la conférence des présidents a rendu public ses décisions relatives à la résurgence de la violence en milieu universitaire. La conférence exprime sa solidarité et son soutien aux décisions prises par le Conseil de l'université Houphouët-Boigny et salue le courage qui a structuré la mesure de suspension des deux syndicats. Remercie le gouvernement pour l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer les circonstances dans lesquelles ces incidents sont survenus, afin d'identifier, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de ces faits graves et tragiques. Demande à la tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de consolider les décisions du Conseil de l'université Houphouët-Boigny, notamment le point relatif à l'exclusion définitive des 3 étudiants appartenant aux établissements susmentionnés. Interpelle la communauté nationale et particulièrement les différents acteurs de l'espace universitaire à l'effet de lutter ensemble contre la résurgence de la violence en milieu universitaire. Rappelons que les affrontements entre les étudiants de l'AGCI et de la FESI ont fait 1 mort et 6 blessés. Voilà 3 ans que les établissements professionnels se sont dotés d'un outil de bonne gestion. Les acteurs du système se retrouvent aujourd'hui pour faire le point de ce projet financé par l'Union européenne à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Estelle Brou, Grace Kando. Le projet Qualité, Gouvernance et Gestion en partenariat a été créé en 2012 par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Ce projet vise à redynamiser l'enseignement professionnel et la gestion des établissements. 3 ans après sa création, un atelier d'information et de sensibilisation sur le projet se tient. Le secteur privé doit être totalement et intégralement partie prenante de ce qui se fait dans les établissements. Il faut considérer nos établissements de formation comme des entreprises à part entière où on va mettre en place des conseils de gestion, des conseils d'administration. Le projet Qualité, Gouvernance et Gestion en partenariat bénéficie de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Il a été instauré dans le cadre du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, Proform. Il y a des jeunes qui ont besoin de compétences et de qualifications pour s'insérer. Et à ceux-là, ce sont des formations qualifiantes à visée d'insertion qu'on propose pour eux. Ce sont des formations de courte durée, de 3 mois, 4 mois, qui leur permettent d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier. Financé par l'Union européenne d'un montant de près de 20 milliards de francs CFA, le projet Qualité, Gouvernance et Gestion en partenariat a démarré dans 4 établissements. Il s'étendra également dans d'autres écoles professionnelles en 2016. L'Indénié du Hablin enregistre plus de 22% de redoublants à l'école primaire contre 19% au plan national. Les acteurs du système éducatif de la région se sont réunis pour trouver des solutions à ce taux d'échec scolaire très élevé. Mamadou Kwasi.
Si l'on s'en tient aux chiffres, on peut dire que l'école n'est pas au mieux de sa forme dans l'Indéné-Dioablin, avec les taux d'échec largement supérieurs à ceux du plan national. 22,14% d'élèves redoublent au primaire à Abengourou contre 19% au plan national. Ce sont 17,88% d'élèves qui reprennent les classes au premier cycle du secondaire contre 15% au plan national. Et au second cycle, 31% redoublent la classe contre 27% en Côte d'Ivoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et c'est donc pour recadrer les choses que les acteurs du système éducatif de l'Indéné-Dioablin se sont donné rendez-vous 2 jours durant pour réfléchir sur les voies et moyens à mettre en place pour redorer le blason de l'école dans cette région. Nous avons beaucoup d'enfants dans la rue. Ils sont là. Si nous ne résolvons pas à la base le problème de redoublement, si nous les prenons dans le système et qu'ils ressortent encore de l'autre côté, c'est comme si nous n'avons rien fait. Donc il faut d'ores et déjà prendre les dispositions. Ce sont 2 jours d'intenses travaux avec différents ateliers qui ont permis de réfléchir sur le thème lié aux échecs scolaires dans la région de l'Indéné-Dioablin. Au sortir de ces assises, plusieurs recommandations ont été élaborées. Il s'agit entre autres de veiller à une répartition adéquate et proportionnelle des enseignants dans les établissements secondaires et primaires et la prise en compte de la gratuité de l'école de la maternelle à la classe de 3e. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, très alarmé de la dégradation de la sécurité au Burundi, les violences ont fait près de 90 morts vendredi. Les agences chargées de l'aide humanitaire réclament des fonds. 700 000 personnes manquent de nourriture, soit 36% de la population. 80% des Burundais vivent sous le seuil de la pauvreté. Et puis revenons pour finir sur cette information, le 48e sommet des chefs d'État de la CEDEAO et le 40e anniversaire de l'organisation à Abuja, la capitale du Nigeria. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est arrivé sur place à Abuja aujourd'hui pour participer à ces rencontres ouest-africaines. Voilà, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20h pour un nouveau journal sur RTI 1 avec Ali Diarasouba.